Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Près de 4 792 milliards pour le programme triennal d'investissement public. Le gouvernement mise gros, économie sociale, environnement, gouvernance. Le PTIP 2017-2019 a connu une hausse de 1743 milliards. Les députés l'ont adopté ainsi que le budget du ministère de l'économie, des finances et du plan. La Banque africaine de développement met plus de 42 milliards dans le réseau hydraulique. Ce financement va permettre de construire la troisième usine de Keur-Montmarsar afin d'améliorer la distribution en eau qui a connu quelques dysfonctionnements ces dernières semaines. Et puis demain, le train express régional se met sur les rails. La maison dédiée à ce projet du chef de l'État va être ouverte au public. C'est le président Macky Sall qui va procéder à son inauguration et lancer les travaux. Pour nous en parler, nous recevons Moutaga Sy, directeur général de l'APIX. Il est l'invité de ce 20h. Gambie, la CEDEAO a dépêché aujourd'hui une mission composée de plusieurs chefs d'État venus du Libéria, du Nigeria, du Ghana et de la Sierra Leone afin de convaincre Yaya Jammeh de remettre pacifiquement le pouvoir au président élu Adama Barrow. Nous en parlons dans cette édition. À suivre la rubrique au cœur de nos cultures. Nous évoquerons la notion d'invulnérabilité à l'arme blanche chez les Diola. Bienvenue et bonsoir à tous. Le gouvernement du Sénégal porte ses investissements pour 2017-2019 à 4 791 milliards 785 millions d'ambitieux programme triennal d'investissement public qui englobe l'ensemble des secteurs du développement. Vote couplé à celui du budget du ministère des Finances, de l'économie et du plan et les dépenses communes. C'est le dernier acte qui met fin au marathon budgétaire de cette législature. Habibou Maïa. Dernier budget à voter pour cette dernière et 12e législature pour ses députés. Celui du ministère de l'économie et des finances portait à 221 milliards, il était à 189 milliards et a connu une hausse de 31 milliards. Le ministère des Finances étant transversal, cette hausse se justifie valablement selon Amadou Ba. Malgré les interpellations sur la dette, l'emploi, le chômage faites par les députés, les réponses convaincantes du ministre des Finances ont abouti au vote de ce budget. Et justement, l'enquête sur l'emploi est la première enquête qui a été faite dans ce pays depuis peut-être les indépendances. Donc les informations que nous avions étaient traitées de manière statistique, mais jamais une enquête approfondie avec des publications régulières n'a jamais été faite dans ce pays. Et justement, nous constatons avec vous les chiffres que vous avez donnés sont des chiffres exacts. Ensuite, les députés se sont penchés sur les charges non réparties, communément appelées dépenses communes. Estimées à 209 milliards, elles ont connu une baisse de 54 milliards, soit précédemment 264 milliards. Après la seule remarque d'un député, le texte a été voté. L'enveloppe la plus consistante de cette journée a été consacrée au programme triennal d'investissement public PTIP 2017-2019. 4 791 milliards, soit une hausse de 1743 milliards par rapport au PTIP 2012-2014. Un ambitieux programme de l'État qui ratisse large, car aligné au PSE, mais regroupé en 4 blocs homogènes: économie, sociale, environnement et gouvernance. Le bloc économie, qui représente 41% des investissements programmés sur la période d'un montant de 1935 milliards 40 millions. Le bloc social, qui enregistre des investissements d'un montant de 1642 milliards 260 millions, représentant 35% du coût du PTIP. Le bloc environnement, qui regroupe des investissements d'un montant de 608 milliards 336 millions, soit 13% du PTIP. Le bloc gouvernance concentre des investissements d'un montant de 495 milliards 151 millions, soit 11% des investissements de la période triennale. Une période triennale au cours de laquelle le Sénégal compte mettre fin à toute forme de pauvreté, combattre les inégalités, s'attaquer au changement climatique conformément aux actes du PSE. Certains députés s'y sont engagés, tandis que d'autres rament à contre-courant. Relancer l'investissement public par un endettement massif dans les marchés à un taux réel élevé. Cet investissement public est tourné vers les infrastructures nourries plutôt par des rationalités plutôt politiciennes, triviales, quelques idées de projets ramassées ça et là. Monsieur le Président, je demande une motion. Excusez-moi, la motion est prioritaire. Je vous donne la parole pour la motion, mais l'orateur va rester en place parce qu'après il va... Allez-y, je vous donne la parole pour la motion. Il y a un instant pendant la parole, j'ai parlé d'artifice.
Monsieur le Président, il faut que nous allions à l'interprétation des articles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce que notre honorable collègue est en train de faire n'est pas une explication de vote, même sommaire. Je vous remercie. C'est ainsi que le dernier marathon budgétaire de cette 12e législature a pris fin sur une note de satisfaction des députés à l'endroit du ministre des Finances et celui du budget qui s'est traduite par cette ambiance parlementaire. Monsieur le Président, je demande une standing ovation pour M. Birima Mangara, s'il vous plaît. L'État du Sénégal et la Banque africaine de développement ont procédé ce matin à une signature de convention de financement de 42 milliards 600 millions de francs CFA. Ce financement est destiné au projet de construction de la 3e usine de Keur Momar-Sarr appelée KMS 3 Pabouna-Tchawa. Cet accord de financement de 42 milliards 600 millions de francs CFA consacre le bouclage financier du projet de renforcement de l'alimentation pour multi-usage sur l'axe Louga-Thiès-Dakar à partir de la station de Keur Momar-Sarr, KMS 3. Le coût global du projet s'élève à plus de 272 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement, à travers ce financement, emboîte le pas à la BID, l'AFD, la BI et à la Banque mondiale. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer l'excellente collaboration entre la République du Sénégal et notre institution et la bonne performance des agences d'exécution impliquées dans la réalisation des projets financés par la BAD dans le secteur de l'eau. Comme vous le savez, la BAD accorde beaucoup d'importance au secteur de l'eau et de l'assainissement. Dans ce cadre, notre banque a déjà financé dans le secteur de l'eau au Sénégal plusieurs opérations au cours des 10 dernières années pour un montant global de plus de 70 milliards de francs CFA. L'accès au service universel d'eau potable, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, est une des priorités du plan Sénégal émergent, le PEC qui bénéficie d'un appui considérable de la Banque africaine de développement. Concrètement, le financement actuel de l'actuel DSP, qui a plus que doublé celui qui le précède, traduit pertinemment l'exemplarité de la coopération entre le groupe de la BAD et notre pays. À l'instar de nos relations avec l'ensemble de la communauté des partenaires techniques et financiers, lesquels croient au leadership de M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, et se sont engagés résolument dans le financement du plan Sénégal émergent. En effet, la nouvelle convention de financement que nous venons de conclure avec le groupe de la BAD est la 275e du genre, signée avec les partenaires techniques et financiers pour un montant cumulé de 5 222 milliards sous le magistère de son Excellence M. Macky Sall. Le projet KMS 3 va construire une 3e usine de traitement d'eau à Keur Momar-Sarr. L'infrastructure devra couvrir la demande des régions de Louga, Thiès et Dakar. Les bénéficiaires directs sont estimés à plus de 3 millions. Le volet financé par la Banque africaine de développement concerne la pose d'une conduite de transport, la réalisation des réseaux d'adduction d'eau et de distribution, la construction de 3 réservoirs de distribution, la réalisation de branchements sociaux, ainsi que le développement d'un programme de sensibilisation et de renforcement des capacités. Ce projet permettra de mobiliser 200 000 m3 jour à terme et est une réponse stratégique à la forte demande en eau de Dakar et des nouveaux pôles urbains de Diamniadio et de Lac Rose. La mise en œuvre du projet KMS 3 devrait débuter dans le second semestre de l'année 2017. Nous en parlions dans les titres, les travaux de la première liaison ferroviaire électrique du Sénégal, Train Express Régional, vont démarrer ce mercredi. Une cérémonie en 2 temps à l'ancienne gare de Dakar où se trouve la maison du TR et au Centre international de conférence Abdou Diouf. Le Train Express Régional sera livré en décembre 2018 à Rabat. Je me réjouis d'annoncer que les travaux du Train Express Régional TR Dakar, Diamniadio, AIBD, première liaison ferroviaire électrique rapide du Sénégal, démarreront en 2016. Chose promise, chose due. L'État du Sénégal, depuis septembre dernier,
avait presque bouclé le financement du train express régional avec l'appui de la Banque islamique de développement. La BID va intervenir pour 42%. Le lot 1, c'est-à-dire les infrastructures, donc ce lot est financé par la BID. Nous avons aussi d'autres lots qui concernent la construction des gares et autres, où la BID va intervenir aussi. Je pense que 197 milliards, c'est important. L'agence de promotion et des grands travaux APIX, le bras technique du projet, et le comité de pilotage du TER, composé du ministère des Infrastructures du transport terrestre, pour leur part, ont trouvé un partenaire leader dans le domaine de la grande vitesse, Alstom. Une visite synonyme de revue des projets pour donner corps à cette vision du chef de l'État. Cette visite à Strasbourg, en France, a été également mise à profit pour d'autres aspects liés à la maintenance des infrastructures qui vont accompagner le projet TER. Non seulement la formation, mais la maintenance, parce que c'est la formation dans la maintenance et qui positionnera aussi le Sénégal pour être un hub de maintenance dans la sous-région. La livraison du train express régional est prévue en décembre 2018. D'ici là, l'État du Sénégal, soucieux d'améliorer et de moderniser les infrastructures de transport, a décidé de mettre en place une maison du train express régional à l'ancienne gare de Dakar, une maison aux enjeux multiples. Nous y sommes déjà à l'événement, c'est demain, et pour nous en parler, le directeur général de l'APIX, M. Muntagassi. Bonsoir, Muntaga. Bonsoir, Ibrahima. Alors, le lancement du TR, les travaux vont donc être lancés demain. Comment va se passer l'événement qui sera présidé par le président Macky Sall? Merci, Ibrahima. La journée de demain, qui consiste au lancement des travaux du projet du train express régional, vont se passer en 3 temps. La première partie, c'est au niveau de la gare de Dakar, où son Excellence le président Macky Sall va assister au démarrage des premiers chantiers de travaux. Travaux d'infrastructure, mais aussi travaux de système. Et en la matière, le projet apporte des spécificités technologiques majeures. Pour les infrastructures, nous allons vers des rails à écartement standard, premier du genre dans la sous-région, mais aussi un train électrique bimode qui va fonctionner avec l'électricité et du diesel. C'est aussi le premier du genre en Afrique subsaharienne. Après cette phase de démarrage des travaux, donc une démonstration des aspects technologiques importants, son Excellence le président Macky Sall, qui avait compris que ce projet est un projet majeur, d'envergure, qui va prendre du temps. Pendant 26 mois de travaux, il est important que les Sénégalais apprennent à s'adapter et à s'approprier du projet. C'est pourquoi l'idée de la maison TER. Il va alors visiter la maison TER qui est livrée aujourd'hui. C'est le premier livrable physique du projet. Cette maison adosse des aspects importants en termes de plateforme pédagogique pour apprendre aux Sénégalais à s'adapter et s'approprier du projet. On y trouvera des maquettes de la future infrastructure ferroviaire du Sénégal avec ses fonctionnalités liées à l'écartement standard, ces fonctionnalités qui sont liées donc aux dispositions électriques du train, parce que désormais, à partir de 2018, la notion de passage à niveau va disparaître. Tous les systèmes de passage à niveau vont être transformés en ouvrages de franchissement. Donc la personne qui prenait son enfant de l'autre côté de la rue, traverser le ferroviaire pour aller à l'autre côté, va aujourd'hui s'adapter. Les véhicules qui vont traverser le passage à niveau comprendront de nouveaux dispositifs. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le train lui-même. À l'intérieur du train, les dispositions et les facilités. On va aller vers un dispositif de ticketage électronique. Et après aussi, on comprendra la notion de multimodalité. Si vous habitez Sacré-Cœur, vous voulez aller à Pékin, votre ticket de bus suffira pour quitter Sacré-Cœur, aller à la gare de Dakar, prendre le train et aller donc dans une autre zone du Sénégal qui est de Dakar qui est desservie par le train. Donc c'est ça qui justifie la maison TER, comme cela se fait d'ailleurs dans les grandes villes avec les grands projets de ce genre. C'est l'explication de la maison TER. Et ce deuxième temps donc, de communication, de plateforme pédagogique, d'échange avec les populations autour de ce que sera demain le TER, la troisième phase, son Excellence va aller au Centre international de conférence d'Abdou Diouf à Diamniadio. Il va échanger
avec les entreprises titulaires qui vont réaliser le projet sur l'horizon temporel défini pour 26 mois, d'une part. D'autre part, il y aura aussi un échange avec les partenaires techniques et financiers qui ont accepté d'accompagner le Sénégal sur ce projet important. Et après, il y aura une illustration dynamique des fonctionnalités du projet, de la pertinence de la vision de son Excellence le président Macky Sall et de la cohérence de ce projet structurant avec la plateforme de projet du plan Sénégal émergent. Pourquoi Diamniadio? Mais aussi Diamniadio, c'est le terminus de la première phase du projet qui va aller jusqu'à AIBD dans sa seconde phase. Alors, c'est un projet complexe dans lequel le Sénégal s'investit. Combien d'argent va-t-il coûter? C'est un projet important, complexe et complet. On va aller pour la première phase pour un montant de 568 milliards de francs CFA. Le projet, il a été imaginé par un système d'allotissement intelligent et cohérent parce que son Excellence le président Macky Sall a souhaité, pour plus de transparence, d'aller vers des lots séparés, mais aussi s'adosser le choix d'avoir des lots performants. Au lieu d'avoir donc un gros package adossé à une seule entreprise, on a fait des lots. Il y a 5 lots de travaux. Le lot 1, c'est les infrastructures, c'est toutes les plateformes ferroviaires, l'écartement standard, les ouvrages d'art et les ouvrages hydrauliques. Il y a 100 ouvrages d'art et ouvrages hydrauliques. Après, il y a le lot système, c'est toute l'intelligence, l'électronique du ferroviaire, parce qu'on est en train électrique, diesel et électrique, donc qui peut fonctionner avec les deux modes en fonctionnement nominal. Et aussi, il y a le troisième lot, c'est le ripage de la voie 1. Actuellement, la voie fret qui dessert le fret va être ripée avec une position cohérente sur l'anthrax des différentes voies. Ça, c'est le lot 3. Le lot 4, c'est les gares. On a dit que le projet s'appelle TR Dakar AIBD, mais sur le tracé, nous allons desservir 14 gares. 14 gares veut dire que le projet va être l'épine dorsale du transport public à Dakar. Et le 5e lot, c'est le matériel roulant, c'est-à-dire toutes les rames. On va commander 14 rames et chaque rame sera composée de 4 véhicules. Ça, c'est la partie travaux qui se fera en dehors du Sénégal pendant la phase de construction des rames. Ça, c'est les 5 marchés de travaux allotis. Et pour chacun des marchés, l'appel d'offres a fait impliquer 65 entreprises. Du Sénégal ou 65 entreprises, l'ensemble des majors des ferroviaires mondiales. Okay. Mais aussi de ces 65 entreprises, nous avons énuméré 19 nationalités. Et dans ces 65 entreprises, il y a 10 entreprises sénégalaises. Donc il y a eu des groupements intelligents et cohérents. Et on retrouve des entreprises sénégalaises aujourd'hui qui vont réaliser le projet en co-traitance. Ce n'est pas des sous-traitants. Donc ça, c'est l'intelligence des 5 marchés de travaux. Mais on a aussi des marchés de supervision. On s'est adossé les services d'une expertise à la qualité de signature irréprochable qu'on appelle Sistra, qui a accompagné le Sénégal dans le choix stratégique d'aller vers un appel d'offres avec un programme fonctionnel défini au départ qui vient répondre au choix stratégique de son Excellence le président Macky Sall. Donc c'est ça qui constitue l'ensemble des marchés. Donc le dernier, c'est les bureaux de contrôle. Une fois qu'on a combiné ces marchés, la cohérence globale de ces marchés fait qu'on a des lots performants qui justifient d'ailleurs le montant du marché. Une fois que la plateforme est réalisée, le Sénégal choisira la structure qui va assurer la concession et l'exploitation du ferroviaire dans des conditions optimales aux meilleurs standards du monde. Alors quel sera l'impact de ce projet sur le plan économique et social? Sera-t-il aussi rentable comme c'est le cas pour l'autoroute à péage? Le projet, il est structurant. Sa rentabilité économique, sur le plan économique, est justifiée autour de 19 à 18%. Alors qu'on est dans un projet de transport de masse. Et en plus, ce projet traverse des zones urbaines qui va modifier fondamentalement la façon de faire au Sénégal en termes de mobilité urbaine. Parce qu'on est en multimodalité. C'est l'épine dorsale. Il y aura donc des bus qui viendront desservir les gares en termes de rainure pour pouvoir transporter les populations. Le temps d'aller de Dakar à la banlieue va être désormais prévisible, fiable et confortable. D'une part.
D'autre part, on va desservir aussi la ville de Diamniadio, une ville intelligente, une ville connectée. À terme, il y aura une université à Diamniadio avec 30 000 étudiants. Il y a le parc industriel de Diamniadio, il y a les sphères ministérielles, il y a le stade à Diamniadio. Donc c'est l'ensemble des infrastructures de Diamniadio qui seront desservies de manière cohérente avec ce projet. Mais aussi, son Excellence a choisi un projet de train électrique, donc conforme aux normes standards, qui est moins polluant. Et le choix du TER est apparu comme étant l'option la meilleure en termes de rapidité, parce qu'il faut desservir dans des temps records. On peut aller de Dakar à AIBD en 45 minutes. On peut relier Dakar à sa banlieue en 20 minutes, d'une part. D'autre part, le nombre de gares et les voies s'adossent, qui s'y adossent, on va vers un écartement standard. C'est les meilleures options aujourd'hui au monde. C'est ça qui justifie la rentabilité économique du projet. Mais aussi, derrière, les études de faisabilité ont démontré aussi que l'équilibre entre les charges d'exploitation et les recettes du projet, avec le schéma initial aujourd'hui de 115 000 passagers par jour, 160 km/h de vitesse de pointe, permettent de justifier un équilibre cohérent entre les charges d'exploitation et les recettes d'exploitation, ce qu'on appelle donc la rentabilité financière. Alors sur le plan justement de la création d'emplois, combien d'emplois pourraient justement sortir de ce projet? Sur ce projet, nous comptons à réaliser des créations d'emplois pour une amplitude de 9 500 à 10 000 emplois. Pour les Sénégalais Pour les Sénégalais. Pour les Sénégalais. Alors c'est 160 km à l'heure. L'impact pourrait être réel. Sur combien d'années ce projet sera-t-il exploité par le Sénégal? Vous savez, les projets ferroviaires, c'est sur des années. On parle du ferroviaire actuel. La ligne actuelle qui est métrique, elle date du 19e siècle. Et jusqu'à aujourd'hui, on l'exploite. Donc, un projet ferroviaire, sur l'horizon temporel de son exploitation, on va sur des dizaines et des centaines d'années. C'est-à-dire, en fait, on va au-delà de 90 ans. Ça, c'est l'horizon temporel de l'exploitation. C'est pourquoi, d'ailleurs, le montant du projet, qui semble être un montant important, sur l'horizon temporel de l'exploitation, sur l'héritage et les bases fondamentales d'un décollage du Sénégal vers le ferroviaire mondial, en termes de performance, en termes de modernité, en termes de technologie, nous disons que la rentabilité économique pèse bien ses promesses, mais aussi l'horizon temporel d'exploitation se fait bien dans les schémas standards. Alors, le lancement des travaux demain donc à la gare ferroviaire de Dakar sera à quelle heure? C'est mise en place terminée à 15h30 et son Excellence démarre les travaux à 16h à partir de la gare de Dakar et le tout sera retransmis en direct par les télévisions. Merci Moutagar Si, directeur général de l'APIC, qui nous parlait justement du lancement des travaux du train express régional, un projet d'envergure dans le cadre du plan Sénégal émergent. Merci. Nous parlons de la 155e session du Conseil de la FAO. Elle s'est tenue du 5 au 9 décembre à Rome. Le Sénégal y a participé avec la présence du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, qui était porteur d'un message de son Excellence, le président Macky Sall. Le détail avec Pendambawa. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a tenu sa 155e session de son conseil. La rencontre qui s'est tenue du 5 au 9 décembre dernier a vu la présence du Sénégal avec le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural qui était porteur d'un message du président Macky Sall à l'endroit du directeur général de la FAO. Je viens d'être reçu par le directeur général. On a eu une très bonne séance de travail. Mais avant tout, j'avais tenu à lui remettre une lettre que lui a adressée son Excellence M. Macky Sall, président de la République, lettre confirmant l'intérêt du Sénégal à abriter le bureau régional de la FAO et rappeler les dispositions pratiques qui ont été prises afin que cela se matérialise dans d'excellentes conditions. Nous sommes très optimistes quant à notre candidature et nous avons tenu à le réaffirmer. Lors de l'audience, les deux hommes ont aussi échangé sur les stratégies à mettre en œuvre pour faire face au changement climatique. Nous avons particulièrement insisté sur le fait que la lutte contre les changements climatiques devrait passer par une réduction significative des pertes post-récolte en Afrique, lesquelles pertes post-récolte se situent entre 25 et 40%.
Nous devons aussi promouvoir l'agroécologie, car en combinant l'agroécologie et les pertes post-récolte, on pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre et mieux nourrir la population de l'humanité. Sur cette question, nous sommes en phase avec le directeur général qui a promis d'envoyer une mission au Sénégal pour que nous puissions mener une réflexion commune sur le couplage perte post-récolte et agroécologie et voir dans quelle mesure on peut effectivement matérialiser tout cela. La coopération sud-sud était également au cœur des discussions et l'objectif était de savoir comment fortifier cette coopération dans le sens des intérêts de notre pays, le Sénégal. Dans le même temps, nous nous intéressons aux enquêtes agricoles en Afrique, une matière assez spécifique qui exige une constante mise à niveau. Les statisticiens d'une quinzaine de pays d'Afrique francophone sont justement à Dakar pour bénéficier d'une formation dans ce sens. L'atelier qui les réunit a démarré ce mardi à Ramnao. Des experts statisticiens renforcés dans le recensement agricole. Entendez agriculture au sens large, pêche, foresterie, élevage inclus. Un secteur qui a des spécificités dans l'échantillonnage, principal sujet de cet atelier de 4 jours. L'agriculture dans nos pays africains est un secteur très large qui contribue à plus de 40% dans le produit intérieur brut des pays africains. Nous savons maintenant que d'une manière générale, les pays africains sont dotés vraiment des capacités à collecter, en tout cas à conduire des enquêtes statistiques. Le problème ne se pose pas là, sur ce plan-là. Mais au niveau des statistiques agricoles, il y a une spécificité dans l'échantillonnage. Et là, nous manquons encore de certaines compétences dans l'échantillonnage au niveau des enquêtes d'une manière générale d'ailleurs. L'expertise de l'ENSAE, l'École nationale de statistique du Sénégal, a été sollicitée pour former les participants. Les instituts nationaux attendent beaucoup de l'issue. Le secteur agricole est un secteur primordial, c'est un secteur pivot de nos économies. Et donc nos décideurs ont besoin très souvent de statistiques pertinentes et à jour, fiables. Donc il faut mettre en place une assurance qualité qui parcourt toute la chaîne de production des données. C'est une contribution au suivi des politiques agricoles que les organisateurs entendent ainsi apporter aux États. Une quinzaine de pays d'Afrique francophone convaincus que l'agriculture est le moteur du développement. Les statisticiens, nous parlons des douaniers, lutte contre la corruption. La douane sénégalaise se veut plus performante. Pour lutter contre ce fléau, les soldats de l'économie vont pendant 3 jours faire le diagnostic en s'appuyant sur un outil, la cartographie des risques. Les détails avec Lamine Touré. Au niveau régional comme mondial, les initiatives pour endiguer la corruption se précisent. Du côté des administrations douanières, il faut un outil efficace à mesure de mettre fin à ce qui est convenu d'appeler un cancer dans le secteur. Sous l'égide de l'Organisation mondiale de la douane et de l'Union africaine, une cartographie du danger a été dressée. Il est dans cette dynamique nécessaire de se familiariser avec cette nouvelle directive. La mobilisation des recettes douanières et la sécurisation de la chaîne logistique internationale ne s'accommode guère de l'enracinement et de l'encombrement de la corruption. Je vous invite dès lors à opérer un diagnostic sans complaisance pour identifier les risques réels et potentiels de corruption afin d'aboutir à une cartographie aussi large que possible. Il est important que les deux organisations cherchent les voies et moyens pour utiliser au mieux les données cartographiques. La cartographie des risques en matière de corruption au sein des douanes africaines est avant tout une question d'éthique. Le comportement contraire à l'éthique des administrations douanières revêt une importance capitale dans le contexte actuel de préoccupation accrue concernant la sécurité du commerce international. Les systèmes et les procédures sophistiquées conçus pour détecter les marchandises interdites ou restreintes offriront peu de protection si de tels systèmes peuvent être contournés simplement en soudoyant des douaniers.
En s'inscrivant dans la perspective d'une performance financière, les douanes entendent aussi faciliter le commerce intra-étatique et la compétitivité des entreprises. Le Sénégal, en ce qui le concerne, a pris les devants dans ce sens. À ce titre, il faut rappeler qu'au plan juridique, l'État du Sénégal a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2015, la Convention de l'Union africaine sur la prévention de la corruption de 2007, et le protocole sur la lutte contre la corruption dans l'espace CEDEAO, adopté en 2001 et ratifié en 2015. Au plan institutionnel, il est également important de souligner la création d'un ministère en charge de la bonne gouvernance, la mise en place, avec l'appui de la Banque mondiale, du projet de bonne gouvernance économique et enfin la création d'une autorité administrative indépendante dénommée Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC. Pendant 3 jours, l'Union africaine, l'OMD et les douanes sénégalaises vont s'enrichir mutuellement de cette cartographie des risques de corruption, un document qui peut être également amélioré à travers des contributions. L'armée célèbre demain la journée du service de santé. Le service de santé des armées face aux situations d'urgence, particulièrement en temps de guerre, c'est le thème de cette 2e édition. Alors comment faire face à cette problématique? Quelles sont les capacités du Sénégal et le plateau technique requis? Réponse dans ce reportage de Ramatadem. Au Sénégal, il existe 3 structures de santé dirigées par l'armée, l'hôpital militaire de Ouakam, l'hôpital principal de Dakar et l'établissement hospitalier militaire de Ziguinchor, avec des structures sanitaires périphériques à Thiès, Bango, Kaolack, Tamba et Kolda. Des structures qui sont aujourd'hui très bien équipées pour mieux faire face aux situations d'urgence, particulièrement en temps de guerre. Alors nous, c'est de là que nous déduisons notre vision qui est de donner un soutien santé de qualité à tous les militaires sénégalais où qu'ils se trouvent, c'est-à-dire disposer d'un outil de référence sanitaire national au profit du militaire où qu'il se trouve, mais aussi au profit des populations civiles qui peuvent en bénéficier. Le service de santé des armées fonctionne de façon très particulière par rapport au service de santé civile. Qui parle d'armes, parle de combat, qui parle de combat, parle de blessures et de morts. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a jugé nécessaire de donner à l'armée un service de santé qui lui est dédié. À ce service de santé, il ne fait rien d'autre qu'appliquer les méthodes de la médecine et de la santé d'une façon générale au métier des armes. Et c'est ça la force du service de santé des armées. C'est-à-dire que c'est un service de santé qui évolue dans un milieu militaire, c'est-à-dire organisé, structuré et discipliné. Pour pouvoir faire face, une école de santé militaire existe depuis 1968 et a formé de nombreux médecins qui sont aujourd'hui au service de la santé des armées. Ça fait quand même plus de 50 ans. Et que, en fait, ces ressources qui ont été formées ont pu acquérir des qualités militaires qui ont forgé aujourd'hui le service de santé des armées. Monsieur le Président de la République a une vision claire, c'est de faire en sorte que ce pays soit émergent. Et quand on le dit, il faut aussi souligner que les forces armées sont un maillon important. Parce que la sécurité, on ne peut avoir de développement sans la sécurité. La journée du service de santé des armées est donc une journée de communion et de retrouvailles de la famille de la santé militaire, mais également un moment choisi pour faire un bilan d'étape et donner les perspectives de notre service de santé des armées. La 2e édition sera donc célébrée ce 14 décembre au camp Dial Diop. Et puis ce grave accident de la circulation à Tambacounda, un bus venant de Touba en partance pour Diaoubé est entré en collision avec un camion avant de prendre feu. 12 personnes ont perdu la vie. L'accident s'est produit vers 4 h du matin à l'entrée de Kumpentum, c'est à 100 km de Tambacounda. Une délégation de la CEDEAO était ce mardi en Gambie, conduite par la présidente du Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf. Elle devrait rencontrer le président Yahya Jammeh pour lui demander de respecter le choix du peuple gambien à l'issue de l'élection présidentielle qui donne Adama Barrow vainqueur du scrutin, ce qu'il avait du reste accepté avant son volte-face.
La communauté internationale maintient la pression sur Yahya Jammeh. Ce mardi, une délégation de chefs d'État d'Afrique de l'Ouest conduite par Ellen Johnson Sirleaf s'est rendue en Gambie pour rencontrer Jammeh et le convaincre de céder le pouvoir. Les Gambiens misent beaucoup sur la CEDEAO et sur le Sénégal. Le Sénégal qui, dès les premières heures suivant la déclaration de Yahya Jammeh, a condamné ce revirement et a demandé le respect du choix du peuple gambien, appuyé en cela par la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU. La réunion du Conseil de sécurité, telle que proposée par le Sénégal, s'est tenue ce lundi. Le Conseil de sécurité des Nations unies a de nouveau demandé à Yahya Jammeh de respecter le choix souverain du peuple gambien et de transférer sans condition et sans délai au président élu Adama Barrow le pouvoir. Le Conseil de sécurité soutient pleinement les initiatives de la CEDEAO visant à assurer une transition pacifique en Gambie. Marcel de Souza, le président de la commission de la CEDEAO, a rappelé que pour la CEDEAO, la diplomatie est privilégiée, mais qu'une intervention militaire pour faire respecter le verdict des urnes est envisageable. Yahya Jammeh est menacé par l'article 7 de la Charte des Nations Unies. Cet article prévoit d'abord une série de mesures qui n'impliquent pas l'emploi de la force armée. Le Conseil peut décider d'entreprendre toute action qu'il juge nécessaire au rétablissement de la paix et de la sécurité. Dans ce cas, tous les membres des Nations Unies sont invités à mettre à la disposition du Conseil de sécurité les forces armées, l'assistance et les facilités. Une intervention militaire relève de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui va se réunir à Abuja le 17 décembre. Pour le moment, la diplomatie préventive est privilégiée à travers la mission envoyée au Gambie selon Marcel de Souza, président de la commission de la CEDEAO. Le parti de Yahya Jammeh a saisi la Cour suprême pour demander l'annulation des résultats de la présidentielle. La commission électorale a été bouclée par l'armée au moment où les chefs d'État arrivaient à Banjul. Nous parlons de la 137e édition du Gamou de Thiénaba. Dans cette localité, le Mawlud a été commémoré sur 2 jours, conformément aux recommandations de son fondateur. Le chef de l'État a été représenté par le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. Le Khalif de Thiénaba a dit tout son engagement à aider à accentuer le combat contre le terrorisme. Cherfal. Thiénaba, un Mawlud de symboles. Ici, le Khalif général, gardien du temple, arrive pour la clôture de l'édition 2016. Les éloges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, entonnés la nuit dernière, s'achèvent sur des incantations. Ainsi, la cité d'Amarindak se singularise par ce statut de localité qui défend et protège l'islam. L'acte posé par Cheikh Ahmed Tidiane Seck traduit la continuité dans la voie tracée, puis la rencontre du temporel et du spirituel. Une nouvelle tribune servie pour s'attarder sur l'impérieuse nécessité de mener le combat commun contre le terrorisme, un phénomène qui n'épargne aucun pays. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, venu représenter le chef de l'État à la cérémonie officielle du Mawlud de Thiénaba, n'y est pas allé par 4 chemins. Nous avons demandé que des prières soient formulées pour que notre pays continue à être épargné et que les pays qui souffrent de cette situation aussi puissent se trouver à terme dans une situation de stabilité et de non-violence. L'islam, ce n'est pas une religion de violence. L'islam, c'est une religion de paix. L'islam, c'est une religion de progrès. L'islam, c'est une religion de développement. L'islam, c'est une religion de fraternité. C'est une religion d'amour. C'est la raison pour laquelle le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a demandé à l'ensemble des chefs religieux de faire en sorte que les enfants soient éduqués dans les daras modernes, mais également que cette éducation aussi passe au niveau des familles, qu'il y ait une introspection au niveau de toutes les familles du Sénégal, que les enfants soient bien éduqués, qu'on leur montre le droit chemin et qu'on leur dise clairement que nous, notre islam, que nous avons connu depuis très très longtemps. Le Khalif général de Thiénaba, qui a formulé des prières pour un Sénégal stable et prospère, a vivement remercié le président de la République, Macky Sall, l'ami des foyers religieux. Selon le gardien de l'héritage d'Amarindak Seck, les fossoyeurs de l'islam doivent être combattus et anéantis, car on ne peut pas vivre en paix sans des repères basés sur la science et le respect de l'autre. Si Thiénaba a vécu un Gamou sans faille, c'est grâce au soutien du chef de l'État et à la mobilisation de tout le gouvernement
a déclaré Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Le comité d'organisation peut alors dresser un bilan satisfaisant et faire l'éloge du président Macky Sall. Ce que nous retenons ici, c'est que vraiment le comité d'organisation, par la voix du Khalife général de Thiénaba, a un satisfecit à décerner à l'ensemble des acteurs qui sont présents ici à Thiénaba, mais qui ont vraiment participé à la réussite de cette 137e édition du Gamou de Thiénaba. En première, son excellence le président. Les lampions qui avaient illuminé cette commémoration de la naissance du sceau des prophètes se sont éteints sur une note d'espoir, car Thiénaba s'est engagé à défendre par tous les moyens l'islam, notre miroir. La 20e édition du pèlerinage marial de Gouloumbou a vécu avec Marie, demeurant des missionnaires de la miséricorde divine dans nos familles. C'est le thème de cette année. Après la célébration, le gouverneur a rappelé la nécessité de préserver la paix dans le pays et dans la sous-région. Abdoulaye Sinkaray. Des collines de Kédougou au Niani, en passant par les Terres Neuves, les fidèles sont venus de partout pour célébrer Marie, Notre-Dame de Gouloumbou. Pour moi, c'est ma première fois ici à Gouloumbou. Donc je viens découvrir une autre expérience de prière et de communion avec les chrétiens du diocèse de Tambacounda. C'est pour venir adorer la Vierge Marie, qui est notre maman, la maman de Jésus. La paix dans le pays d'abord et dans tout le monde entier, parce que sans la paix, il n'y a pas vraiment de quiétude. J'en profite pour prier également pour la paix pour nos voisins de la Gambie. Le thème de cette 20e édition porte sur la miséricorde divine, élément indispensable pour un monde de paix et de prospérité. Nous n'aurions plus besoin de construire des murs pour parer à la haine, car elle ne sera plus du monde. Ou pour préserver notre quiétude, nous n'aurions plus besoin de braver les mers, car l'Eldorado sera partout grâce au réseau Miséricorde Divine. Monsieur le gouverneur, vous avez bien voulu impliquer les différents services étatiques sous vos ordres à prêter leur concours pour le succès de cette manifestation de foi. Je voudrais, au nom de toute la communauté catholique de Tamba, vous exprimer notre merci sincère et profond. Cette année, le pèlerinage de Gouloumbou a coïncidé avec le Maulid, une coïncidence heureuse selon le gouverneur, qui en appelle à la consolidation d'une culture de la paix. La miséricorde divine, si elle est pratiquée au niveau de nos maisons, au niveau de nos foyers, l'insécurité qui est là, qui est une donnée sur laquelle l'État lutte beaucoup, sera quand même amoindrie. Parce qu'effectivement, l'État est garant de l'ordre public et de la sécurité, mais il remet aussi aux citoyens, aux familles aussi, d'éduquer les enfants, de les élever dans l'ordre et dans la discipline. Parce que ça, c'est le premier niveau d'intervention dans un pays qui se veut moderne, dans un pays qui se veut organisé, et aussi dans un pays qui aspire quand même vers l'émergence. Avant la fin de la célébration, la croix des JMJ, bénie par l'évêque de Tamba, a été remise aux jeunes de la paroisse Marie-Reine. Ils accueillent en avril 2017 la prochaine édition des Journées mondiales de la jeunesse. Invulnérabilité, le mot est fort certes, mais chez les Diola, il a toute sa place. Dans cette communauté du sud du Sénégal, la tradition veut que tout homme soit invulnérable à l'arme blanche. Dans ce milieu, cela s'appelle le Koundani. Il suffit d'une potion d'eau bénite, de racines, de plantes ou encore d'amulettes pour créer cette magie ancestrale. Dans le Foni et le Bluff, la rubrique au cœur de nos cultures, nous en parle Fatou Diouf. Un spectacle hors du commun. Des hommes qui rivalisent d'invulnérabilité à l'arme blanche. Le son de la flûte les galvanise davantage. Un acte de bravoure et de courage chez les Diola. Il y a des hommes qui sont là, mais les hommes sont différents. Chacun se dit que je suis un homme. Mais ce que je peux faire, beaucoup de gens ne peuvent pas le faire. C'est ça. Je suis né à Dakar, j'ai grandi à Dakar. Puis je suis parti en Casamance, ça ne fait pas longtemps. Donc j'ai commencé à pratiquer ça cette année. Ouais. Mais mes ancêtres, c'est vrai que mon père le faisait, mes grands-pères le faisaient. Mais moi, c'est cette année que j'ai commencé à le faire. Koundani en langue diola ou invulnérabilité,
Cette pratique date des temps anciens. Les hommes initiés se versent de l'eau bénite, de plantes, de racines aux portes des amulettes. Ainsi, ils sont invulnérables à l'arme blanche et au fusil. C'est une sorte de protection mystique contre l'ennemi. On consomme des racines. Il y a de l'eau bénite, mais il y a aussi les racines. Mais ce qui est plus fort, c'est les racines. Ouais. Écoutez, là, il y a des racines qui sont à l'intérieur. Là, je vois, je prends le couteau, tu essayes. Ouais. Si tu es invulnérable, bon, ceux qui te connaissent, ils n'oseront pas s'affronter à toi. Ouais, maintenant, bon, c'est souvent ça se fait. Il y a des gens, c'est permanemment, surtout avec les agressions, ils se promènent avec. Ils sont invulnérables. Soit c'est des gris-gris, soit c'est des potions qui se sont lavées, soit des trucs qu'ils ont mangés. Le Kunani est plus pratiqué par les Diola du Funi et du Blouf. Dans le Bignona, à l'époque, les hommes s'adonnaient à ce rituel lors des funérailles d'une vieille personne. Dans la tradition chez nous, si c'est nous dans un Blouf, l'homme, c'est pendant les fêtes funéraires, quand un vieux décède. Bon, maintenant, avec l'échange des ethnies, et surtout le Foni, c'est eux qui étaient très ancrés dans ça. Maintenant, c'est presque général au niveau du Blouf. Et presque dans toutes les circonstances, si vous allez, presque certains, s'ils ne voient pas ça, ils ne sont pas contents. Ça joue un rôle quand tu me vois en train de le faire. Tu vois comme les gens me suivaient. Les gens me demandent, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ce n'est pas possible. Ça fait partie de l'animation. Le brassage ethnique a changé la donne. Aujourd'hui, presque dans toutes les manifestations culturelles, les gens le font pour divertir le public. Au-delà de l'animation, ils assurent également la sécurité des lieux. Je suis là parce que ça fait partie aussi de la sécurité. Vous voyez, je suis là, je suis dehors. Ce n'est pas parce que bon, je suis en train de me faire couper le corps que je suis... Non, on est là parce qu'on est en train de surveiller la foule. Parce qu'il y a des malfaiteurs qui sont parmi nous. Ainsi, tous les dimanches, les jeunes de Moulamp s'initient aux rites et danses initiatiques du Boukout édition 2016. Le rituel du Kunani va rythmer les festivités avant la rentrée dans les bois sacrés. C'est une fête très importante, c'est le Diola. C'est l'initiation, ce qui permet à la génération de passer à une étape supérieure des initiés. Puisque à l'état où ils sont, ils ne peuvent pas contracter mariage. Et là, ça fait presque aujourd'hui 36 ans, parce que la dernière, elle a eu lieu en 80. Et donc, cette génération, c'est une génération qui est née soit en 80, soit un peu après 80. Être invulnérable aux métaux grâce à de l'eau bénite, une réalité culturelle des Diola du Blouf et du Foni. Dans la tradition des Adjamat, un vrai homme doit être invulnérable afin de se protéger de toute agression. Un reportage réalisé par Fatou Diouf à l'occasion du Boukout 2016 à Moulamp. Décoration dans les ordres nationaux, des dizaines de travailleurs du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont été distingués pour les années 2015-2016. Un seul commandeur de l'ordre de Lyon, il s'agit de feu Dr Mandiaye Loum. Une décoration posthume exceptionnelle d'un médecin qui aura servi la santé publique pendant près de 4 décennies. Oumar Diawa. Des dizaines de médailles dans les différents ordres nationaux alignés, des insignes de reconnaissance de la nation. Il y a grand monde sous le chapiteau, mais celui qui a la plus haute distinction n'est pas là. Nous avons toujours une pensée pieuse. Docteur Mandiaye Loum, nous ne l'oublierons pas. Selon les textes, la décoration à titre posthume est de l'unique ressort de la grande chancellerie.
Une dérogation exceptionnelle a été obtenue pour une valeureuse blouse blanche qui a donné tant d'années de sa vie à la santé. Feu Dr Maniaï Loum, une personne qui a pendant presque 40 ans servi le ministère de la Santé avec abnégation et rigueur. À tous ces vivants, le ministre a fait l'éloge et adressé ses félicitations, non sans rappeler la complexité du système de santé, toujours en quête de qualité et de performance. La performance, elle passe d'abord par l'accueil. Elle passe d'abord par la prise en charge des urgences. C'est là que les personnes reconnaissent tout de suite la qualité des services. Devant les travailleurs issus de toutes les catégories, les acquis obtenus dans la CMU, la motivation des personnels et la promotion sociale ont été abordés. Le respect, la confidentialité, la ponctualité, le dévouement, soyez persévérants. Au bout de l'effort, il y a toujours une récompense. Tout arrive à point nommé, à qui sait attendre, enseigne un vieux dicton. En attendant, s'armer de patience, de courage et de dévouement, en plus de l'empathie nécessaire pour faire vivre le plus longtemps. Cannes 2016 de beach soccer, la compétition a démarré ce mardi dans l'après-midi à la plage éco-atlantique de Lagos. Le Sénégal a réussi son entrée en matière. Les Lions de la plage ont battu ceux de l'Atlas du Maroc sur le score étriqué de 2-1, alors qu'en première heure, c'est le champion en titre Madagascar qui disposait de l'alibi sur le large score de 9-5 pour demain. La deuxième journée, le Sénégal joue contre Madagascar, tandis que le Maroc affronte la Libye. À quelques 2 mois plus tôt de la Cannes 2017, la Fédération sénégalaise de football se trouve en équipementier. La Fédération sénégalaise de football et Romaï ont officiellement paraphé le contrat hier. L'engagement a une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2017. C'est Dina Lunfal. Les Lions, dans leur antre et partout dans le monde, arboreront désormais ces différentes tuniques. Pape Seydou Ndiaye, Khadim Thioub, Moussa Ba et Ousseynou Kalvé Diagne se sont pliés à l'exercice de présentation des nouveaux maillots des équipes nationales de football. La FSF officialise son partenariat avec la firme émirati Romaï. Cela faisait environ 2 ans que le Sénégal n'avait plus d'équipementier. Après la fin de son contrat avec Puma, la FSF a choisi de prendre son temps pour trouver la meilleure offre. L'équipe nationale du Sénégal représente aujourd'hui une valeur qui n'est pas seulement que marchande, c'est une valeur symbolique, c'est aussi une valeur nationale. Nous ne pouvons pas nous permettre de signer n'importe comment, avec n'importe qui. Et nous tenions à prendre le temps nécessaire pour faire le bon choix. Avec l'avènement de Romaï, nous pensons pouvoir dire qu'on a fait le bon choix. Le contrat lie les deux parties pour 2 ans à compter du 1er janvier 2017. Pour Romaï, l'engagement est une aubaine, celle d'accompagner une équipe au grand standing. The team has a wealth of stars. Le Sénégal est un pays riche quand je regarde ces stars qui sont en train de briller sur tous les terrains d'Europe, et je voudrais en citer certains, en particulier ceux qui sont en première ligue anglaise. Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, le capitaine Moussa Koyaté, et ailleurs en Europe, nous aurons Moussa Konaté aussi. Cheikhou Koyaté. La fédération n'a pas souhaité communiquer sur la contrepartie financière de la part de Romaï. A noter que le Sénégal est la 4e équipe nationale signant un contrat avec cette firme émirati. Un reportage plutôt signé Célina Alune Digo et qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.
Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Près de 4 792 milliards pour le programme triennal d'investissement public. Le gouvernement mise gros, économie sociale, environnement, gouvernance. Le PTIP 2017-2019 a connu une hausse de 1743 milliards. Les députés l'ont adopté ainsi que le budget du ministère de l'économie, des finances et du plan. La Banque africaine de développement met plus de 42 milliards dans le réseau hydraulique. Ce financement va permettre de construire la troisième usine de Keur-Montmarsar afin d'améliorer la distribution en eau qui a connu quelques dysfonctionnements ces dernières semaines. Et puis demain, le train express régional se met sur les rails. La maison dédiée à ce projet du chef de l'État va être ouverte au public. C'est le président Macky Sall qui va procéder à son inauguration et lancer les travaux. Pour nous en parler, nous recevons Moutaga Sy, directeur général de l'APIX. Il est l'invité de ce 20h. Gambie, la CEDEAO a dépêché aujourd'hui une mission composée de plusieurs chefs d'État venus du Libéria, du Nigeria, du Ghana et de la Sierra Leone afin de convaincre Yaya Jammeh de remettre pacifiquement le pouvoir au président élu Adama Barrow. Nous en parlons dans cette édition. À suivre la rubrique au cœur de nos cultures. Nous évoquerons la notion d'invulnérabilité à l'arme blanche chez les Diola. Bienvenue et bonsoir à tous. Le gouvernement du Sénégal porte ses investissements pour 2017-2019 à 4 791 milliards 785 millions d'ambitieux programme triennal d'investissement public qui englobe l'ensemble des secteurs du développement. Vote couplé à celui du budget du ministère des Finances, de l'économie et du plan et les dépenses communes. C'est le dernier acte qui met fin au marathon budgétaire de cette législature. Habibou Maïa. Dernier budget à voter pour cette de la station de Keur-Montmarsar, KMS 3. Le coût global du projet s'élève à plus de 272 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement, à travers ce financement, emboîte le pas à la BID, l'AFD, la BI et à la Banque mondiale. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer l'excellente collaboration entre la République du Sénégal et notre institution, et la bonne performance des agences d'exécution impliquées dans la réalisation des projets financés par la BAD dans le secteur de l'eau. Comme vous le savez, la BAD accorde beaucoup d'importance au secteur de l'eau et de l'assainissement. Dans ce cadre, notre banque a déjà financé dans le secteur de l'eau au Sénégal plusieurs opérations au cours des 10 dernières années pour un montant global de plus de 70 milliards de francs CFA. L'accès au service universel d'eau potable, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, est une des priorités du plan Sénégal émergent, le PEC qui bénéficie d'un appui considérable de la Banque africaine de développement. Concrètement, le financement actuel de l'actuel DSP, qui a plus que doublé celui qui le précède, traduit pertinemment l'exemplarité de la coopération entre le groupe de la BAD et notre pays. À l'instar de nos relations avec l'ensemble de la communauté des partenaires techniques et financiers, lesquels croient au leadership de M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, et se sont engagés résolument dans le financement du plan Sénégal émergent. En effet, la nouvelle convention de financement que nous venons de conclure avec le groupe de la BAD est la 275e du genre, signée avec les partenaires techniques et financiers pour un montant cumulé de 5 222 milliards sous le magistère de son Excellence M. Macky Sall. Le projet KMS 3 va construire une troisième usine de traitement d'eau à Keur-Montmarsar. L'infrastructure devra couvrir la demande des régions de Louga, Thiès et Dakar. Les bénéficiaires directs sont estimés à plus de 3 millions. Le volet financé par la Banque africaine de développement concentre des investissements d'un montant de 495 milliards 151 millions, soit 11% des investissements de la période triennale. Une période triennale au cours de laquelle le Sénégal compte mettre fin à toute forme de pauvreté, combattre les inégalités, s'attaquer au changement climatique conformément aux actes du PSE. Certains députés s'y sont engagés, tandis que d'autres rament à contre-courant. Relancer l'investissement public par un endettement massif dans les marchés à un taux réel élevé. Cet investissement public est tourné vers les infrastructures nourries plutôt par des rationalités plutôt politiciennes, triviales, quelques idées de projets ramassées ça et là. Monsieur le Président, je demande une motion. Excusez-moi, la motion est prioritaire. Je vous donne la parole pour la motion, mais l'orateur va rester en place parce qu'après il va... Allez-y, je vous donne la parole pour la motion. Il y a un instant pendant la parole, j'ai parlé d'artifice.
Monsieur le Président, il faut que nous allions à l'interprétation des articles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce que notre honorable collègue est en train de faire n'est pas une explication de vote, même sommaire. Je vous remercie. C'est ainsi que le dernier marathon budgétaire de cette 12e législature a pris fin sur une note de satisfaction des députés à l'endroit du ministre des Finances et celui du budget qui s'est traduite par cette ambiance parlementaire. Monsieur le Président, je demande une standing ovation pour M. Brima Mangara, s'il vous plaît. L'État du Sénégal et la Banque africaine de développement ont procédé ce matin à une signature de convention de financement de 42 milliards 600 millions de francs CFA. Ce financement est destiné au projet de construction de la 3e usine de Keur Momar-Sarr appelée KMS 3 Pabouna-Tchawa. Cet accord de financement de 42 milliards 600 millions de francs CFA consacre le bouclage financier du projet de renforcement de l'alimentation pour multi-usage sur l'axe Louga-Thiès-Dakar à partir... Concerne la pose d'une conduite de transport, la réalisation des réseaux d'adduction d'eau et de distribution, la construction de 3 réservoirs de distribution, la réalisation de branchements sociaux, ainsi que le développement d'un programme de sensibilisation et de renforcement des capacités. Ce projet permettra de mobiliser 200 000 m3 jour à terme et est une réponse stratégique à la forte demande en eau de Dakar et des nouveaux pôles urbains de Diamniadio et de Lac Rose. La mise en œuvre du projet KMS 3 devrait débuter dans le second semestre de l'année 2017. Nous en parlions dans les titres. Les travaux de la première liaison ferroviaire électrique du Sénégal, Train Express Régional, vont démarrer ce mercredi. Une cérémonie en 2 temps à l'ancienne gare de Dakar où se trouve la maison du TR et au Centre international de conférence Abdou Diouf. Le Train Express Régional sera livré en décembre 2018 à la Rabat. Je me réjouis d'annoncer que les travaux du Train Express Régional, TR, Dakar, Diamniadio, AIBD, première liaison ferroviaire électrique rapide du Sénégal, démarreront en 2016. Chose promise, chose due. L'État du Sénégal, depuis septembre dernier, avait presque bouclé le financement du train express régional avec l'appui de la Banque islamique de développement. La BID va intervenir pour 42%. Le lot 1, c'est-à-dire les infrastructures, donc ce lot est financé par la BID. Nous avons aussi d'autres lots qui concernent la construction des gares et autres, où la BID va intervenir aussi. Je pense que 197 milliards, c'est important. L'agence de promotion et des grands travaux APIX, le bras technique du projet, et le comité de pilotage du TER, composé du ministère des Infrastructures. Dernière et 12e législature pour ces députés. Celui du ministère de l'économie et des finances portait à 221 milliards, il était à 189 milliards et a connu une hausse de 31 milliards. Le ministère des Finances étant transversal, cette hausse se justifie valablement selon Amadouba. Malgré les interpellations sur la dette, l'emploi, le chômage faites par les députés, les réponses convaincantes du ministre des Finances ont abouti au vote de ce budget. Et justement, l'enquête sur l'emploi est la première enquête qui a été faite dans ce pays depuis peut-être les indépendances. Donc les informations que nous avions étaient traitées de manière statistique, mais jamais une enquête approfondie avec des publications régulières n'a jamais été faite dans ce pays. Et justement, nous constatons avec vous les chiffres que vous avez donnés sont des chiffres exacts. Ensuite, les députés se sont penchés sur les charges non réparties, communément appelées dépenses communes. Estimées à 209 milliards, elles ont connu une baisse de 54 milliards, soit précédemment 264 milliards. Après la seule remarque d'un député, le texte a été voté. L'enveloppe la plus consistante de cette journée a été consacrée au programme triennal d'investissement public PTIP 2017-2019. 4 791 milliards, soit une hausse de 1 743 milliards par rapport au PTIP 2012-2014.
Un ambitieux programme de l'État qui ratisse large, car aligné au PSE, mais regroupé en 4 blocs homogènes: économie, sociale, environnement et gouvernance. Le bloc économie, qui représente 41% des investissements programmés sur la période d'un montant de 1935 milliards 40 millions. Le bloc social, qui enregistre des investissements d'un montant de 1642 milliards 260 millions, représentant 35% du coût du PTIP. Le bloc environnement, qui regroupe des investissements d'un montant de 608 milliards 336 millions, soit 13% du PTIP. Le bloc gouvernance,